Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Et aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Après des semaines de travail, ça y est, c'est enfin prêt. Je voudrais vous inviter à me rejoindre pour le challenge 5 jours pour devenir inarrêtable, aligné et fier de ta vie après 40 ans. Pendant 5 jours, je vais vous aider à vous libérer de votre charge mentale, à retrouver votre énergie et surtout à développer la confiance en vous dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous créer une vie dont vous pouvez être fier. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce challenge est 100% gratuit et pendant 5 jours, je vais vous créer et vous accompagner avec un programme extraordinaire. Par contre, le nombre de places est limité, alors réservez votre place dès maintenant. Vous pouvez trouver le lien dans les notes de cet épisode ou alors sur le site 5dc.christinelevicki.com/challenge ou alors dans le lien qui est dans la bio de mon compte Instagram @christinelevicki. À très bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, une visionnaire qui a su transformer une épreuve personnelle en une aventure collective et inspirante. Mélanie Salguès, fondatrice du Trek des Gazelles, est avec nous. Depuis 2015, son événement réunit des centaines de femmes du monde entier pour un trek hors du commun à travers les paysages majestueux du Maroc avec une mission profondément solidaire, soutenir la lutte contre le cancer pédiatrique. Mélanie a créé plus qu'un trek, elle a bâti un espace où les femmes se reconnectent à elles-mêmes, se surpassent et partagent des moments inoubliables. Dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours, ses motivations et comment le Trek des Gazelles change la vie de ses participantes. Si vous êtes une femme débordée, en quête d'alignement ou simplement curieuse de découvrir une aventure qui mêle dépassement de soi, sororité et cause humanitaire, cet épisode est pour vous. Alors préparez-vous à être inspirée car Mélanie a tant à partager avec nous. Bonne écoute. Bonjour, bonjour Mélanie, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci pour ton accueil. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant le Trek des Gazelles? Quelles expériences personnelles ou professionnelles t'ont amené t'ont préparé en fait à créer un tel projet? Oui, bien sûr. Alors, avant le Trek des Gazelles, depuis ma plus tendre enfance, j'étais passionnée par la découverte et la culture, la découverte des différentes cultures en fait du monde. Donc, j'ai toujours eu cœur à voyager, à faire des rencontres enrichissantes, à parcourir le monde. Et de fil en aiguille, j'ai donc décidé, dès ma plus tendre enfance, de faire des études dans le monde du tourisme. Et donc, après le baccalauréat, j'ai enchaîné des études dans le secteur de la géographie, du tourisme, jusqu'à ce que je puisse un jour créer ma propre entité, ma propre structure, afin de proposer aux entreprises des activités de pleine nature, des séminaires d'entreprise en pleine nature, puisque j'étais vraiment passionnée également par la région qui est la Provence-Alpes-Côte d'Azur, région de mon enfance. Et puis j'ai travaillé donc pendant toutes ces années dans le sud de la France et également à l'étranger, où j'ai eu la chance de voyager, notamment pour des raisons professionnelles, où j'emmenais des entreprises dans différentes villes, différents pays du monde, pour leur permettre, comme moi, de partager la rencontre d'autres cultures, d'autres contrées. Et puis, il y a 15 ans de cela, donc je rencontre, j'avais déjà mon entreprise, hein, j'étais dans le monde de l'événementiel, et je rencontre un homme dont je tombe éperdument amoureuse, et puis donc nous passons bon, tout de suite beaucoup de temps ensemble, et, euh, et malheureusement, quelques mois après notre rencontre, nous apprenons qu'il est atteint en fait d'un ostéosarcome.
Alors, un ostéosarcome, qu'est-ce que c'est? C'est un cancer des tissus mous qui touche souvent des enfants, d'où l'erreur de diagnostic des professionnels de la santé. Donc, il aura fallu attendre quelques mois avant que l'on sache ce qu'il en était de sa santé. Et puis, pendant 4 années, il s'est battu, en fait, avec beaucoup de dignité pour remarcher, puisque suite à une opération où on a dû lui enlever 50% du quadriceps, pratiquement 50% de son quadriceps. Il s'est battu pour tenter de remarcher, en fait, hein, pendant plusieurs années. Et puis, au fil de ces années, donc on a malheureusement dû, évidemment, pour les soins, pour les traitements de chimiothérapie, pour la radiothérapie, pour tenter de le sauver, hein, aussi, on a fréquenté différents milieux hospitaliers, différents milieux médicaux. Et souvent, euh, on était très, très émus, très touchés de croiser le regard des enfants. On se demandait toujours, mais comment font les enfants pour supporter physiquement et psychologiquement la maladie, alors que c'est déjà tellement difficile pour des adultes. Voilà, Mhm. c'est ce qu'il en revenait souvent dans nos conversations avec Olivier. Et puis un jour, euh, au cours de ce combat, hein, qui a duré 4 ans, j'ai des amis, j'ai une amie femme avec qui j'avais eu l'occasion de faire un trek plusieurs années auparavant, donc ça remonte maintenant à plus de 20 ans au Maroc. J'avais eu l'occasion de faire plusieurs treks au Maroc. Et bon, avec Olivier, nous étions quand même deux personnes passionnées par la randonnée, par la marche, par le sport, voilà. Et j'ai cet ami qui me contacte, il me dit, mais Mélanie, ça serait bien d'envisager de repartir faire un trek au Maroc. Et là, je lui réponds soudainement, mais je lui dis, mais il est impensable pour moi de partir marcher, alors que Olivier, mon conjoint, mon compagnon de vie qui partage ma vie, est privé de mobilité et se bat contre la maladie depuis toutes ces années, ne peut pas marcher. Pourquoi moi, je partirais marcher? Et donc, je lui réponds très spontanément, même voire un peu agressivement. Et le soir, je discute justement avec Olivier, le soir même. Et puis là, j'ai une lueur qui me vient à l'esprit. Je lui dis, mais... Il me dit, mais pourquoi tu ne partirais pas marcher pour moi? Je lui dis, mais oui, en fait, oui, je vais partir marcher. Je vais partir marcher avec des copines. Je vais réunir des copines et on va partir marcher et on va trouver une association à soutenir. Moi, j'ai envie de soutenir les enfants qui combattent la maladie. Mhm. Il m'a dit, et il me regarde en plaisantant, il me dit, mais tu vas partir, tu vas marcher pour moi, ma chérie. Mhm. Et de fil en aiguille, l'idée est née comme ça, tout à fait spontanée. J'ai une chère amie voilà, avec qui j'ai eu fait de mes études dans le tourisme, qui aussitôt m'a dit, mais Mélanie, je travaille avec toi sur l'idée, on va réunir des femmes. Et on a lancé, en fait, on a commencé, on était des professionnels du tourisme, donc c'est déjà quand même plus simple de travailler sur le projet. On était professionnels du tourisme et de l'événementiel. Donc on a commencé à travailler sur le programme, on a pris des contacts au Maroc, on est allé au Maroc à plusieurs reprises. Au Maroc, j'ai retrouvé un ami qui m'a également beaucoup aidé, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, puisque voilà, j'ai retrouvé l'amour grâce Mhm. au Trek des Gazelles aussi. Et nous avons commencé à travailler sur le projet pendant un an et demi. J'ai une autre amie qui a travaillé sur la partie sur la communication. Olivier m'a soufflé le nom. Il m'a dit il faut qu'il s'appelle Trek des Gazelles parce qu'au Maroc, on appelle les femmes les gazelles. Et, et voilà, on a créé une randonnée du cœur. J'ai rencontré une association, une maison de vie qui rassemblait les enfants malades de cancer. Et de fil en aiguille, un an et demi après, nous avons lancé l'idée sur les réseaux sociaux. Le Trek des Gazelles est né. On a limité la première année le voyage à 50 ou 60 participantes et on avait déjà des personnes sur liste d'attente. Et malheureusement, 3 mois avant la première édition du Trek des Gazelles, Olivier s'en est allé. Mhm. Et je me suis dit,
comment je vais trouver la force pour repartir au Maroc. Mhm. Et puis finalement, ce fut un joli succès et je l'ai accueilli comme une première victoire parce que les femmes ont été très touchées par cette randonnée du cœur, si je puis dire. Et qui plus est, en plus de faire du bien aux enfants, si je puis dire, au travers de notre événement, au-delà de faire du bien aux enfants grâce aux bénéfices que l'on en récolte, on s'est aperçu que l'on faisait également du bien aux femmes. Et ça, enfin, c'est une jolie reconnaissance pour tout le travail que l'on y consacre avec tout notre cœur. Voilà. Mhm. Donc maintenant, le Trek des Gazelles, il existe depuis combien de temps? Ça fait combien d'années maintenant? Bien, on a lancé la 11e édition, donc depuis 2015. La Hmm. première édition eut lieu en 2015. On a commencé à travailler sur le projet en 2014, fin 2013, 2014, donc bien un an et demi à l'avance. Et là, enfin, depuis, depuis quelques années, nous avons désormais 3 destinations par an. Donc nous avons une édition exclusive sur laquelle on accueille un petit groupe de femmes d'une soixantaine de participantes et 2 autres éditions sur lesquelles on accueille 130 participantes sur chacune de ces 2 autres destinations. Donc là, on termine, s'achève tout juste, Christine, l'édition exclusive 2025. Donc la première destination de l'année, puisqu'il y en a 2 autres qui vont suivre. Hmm. Donc Hmm. voilà, ça fait 11 ans. Hmm. Formidable. Quelle belle aventure. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment marquant de cette aventure du Trek des Gazelles, un peu une histoire ou un souvenir particulier qui résume ce que cet événement représente pour toi? Oui, j'ai un événement marquant. Alors évidemment, la première édition m'a beaucoup marqué. Je l'emporterai avec moi. Et il y a une autre édition qui m'a beaucoup marqué. C'est une édition qui eut lieu en 2018. Cette année-là, nous avions proposé une édition en montagne au cœur du Moyen Atlas, Ifrane. Je ne sais pas si tu connais. Donc c'est à proximité de Fès, de Meknès, c'est le Moyen Atlas. Et nous avions également proposé une édition mère au départ d'Essaouira, mais nous avions surtout en tête cette édition montagne qui eut lieu donc au départ d'Ifrane. Et malheureusement, bien que les statistiques montrent euh, que le mois d'octobre soit la période la plus favorable pour trekker dans le Moyen Atlas, nous n'avons pas eu de chance avec la météo. Nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Que de la pluie pendant 4 jours. Donc Hmm. monter les bivouacs dès le premier jour sur de la terre, enfin c'était trempé, trempé, trempé. Et donc, bon, heureusement, on collabore évidemment avec le Royaume du Maroc, les provinces, les gouverneurs, bon, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Intérieur. Donc nous avons eu la chance évidemment d'à chaque fois de travailler sur des solutions de repli en cas de problème météorologique. Et cette année-là, nous avons trouvé des solutions de repli. Ce fut très, très difficile parce que nous avons dû en fait monter un campement, un nouveau campement, et nous avons eu la chance de pouvoir occuper un centre de vacances abandonné qui nous avait été mis à disposition par les autorités. Et donc, en quelques heures, eh bien, il a fallu réaménager tout ça, transformer le centre de vacances enfin, en petit bungalow, dortoir pour les participants, enfin le ménage, tout ça. Et tout ce centre de vacances était au cœur de la forêt où il y a la plus grande concentration de macaques du monde. Hmm. Parce qu'il faut savoir qu'à Ifrane, c'est quand même improbable au Maroc, puisqu'il y a la plus grande cédrée du monde à Ifrane, et il y a également la plus grande concentration de singes macaques du monde. Donc on était au milieu des singes, enfin sous la pluie, c'était apocalyptique. Mais ce qui reste en mémoire finalement, ce qui est très, enfin ce que l'on en retient,
c'est que finalement, qu'est-ce qu'on garde en mémoire d'un voyage? Ce n'est pas tant la difficulté, c'est vraiment la solidarité. Parce que les Mhm. femmes ont beaucoup souffert, c'était dur, il pleuvait, il faisait froid, mais il y avait un tel élan de solidarité que tout s'est transformé en joie et en rire. Voilà. La Mhm. difficulté, on l'a oubliée. Et même nous, l'équipe, on en garde un merveilleux souvenir. C'est un groupe avec que des femmes, hein? Oui, on n'accueille que des femmes. Mais dans l'équipe organisation, par contre, on a des hommes, hein, on est obligé. On a des guides des espaces naturels, des professionnels de la sécurité, des professionnels de la logistique, des médecins, des cuisiniers, Mhm. des chameliers, bon, voilà. Mais on Mhm. n'accueille que des femmes. Mhm. Voilà Mhm. pour l'un des meilleurs souvenirs de l'aventure. Mhm. Alors, comment ça se passe une journée type du trek? Voilà, comment ça se passe une journée type? Alors, une journée type du trek des gazelles commence au lever du soleil par une petite musique très douce, une petite musique qui, qui est, comment dire, qui fait en même temps beaucoup de bien parce que ce sont des musiques qui n'ont pas été composées par hasard. Ce sont des musiques qui sont utilisées par les yogis. Donc le professeur de Hatha Yoga, qui vient avec nous depuis déjà un certain nombre d'années, commence la journée par une petite musique qu'elle place au milieu du camp et qui propose, voilà, qui incite les femmes à se lever à la tombée de la nuit parce qu'il fait encore nuit, afin de proposer une première séance de Hatha Yoga au lever du soleil pour Mhm. préparer le corps et l'esprit à la randonnée. Alors, ce n'est pas obligatoire, évidemment, puisqu'il y a des femmes qui préfèrent dormir un petit peu plus plutôt que de se lever pour aller à la séance de Hatha Yoga. Ensuite, il y a le petit déjeuner vers 7h, 7h30. Ensuite, les femmes se préparent. Elles sortent leur bagage des tentes, elles déposent leurs petits matelas, puisqu'on a des petits matelas où on leur remet également des petits draps qui les accompagnent pendant toute la durée du trek. Les chameliers chargent les bagages. Et puis les femmes se préparent à la randonnée et ensuite on se retrouve sous l'arche de départ où le directeur sportif fait toujours un petit brief quotidien pour donner les dernières informations en termes de climat, de voilà comment appréhender la journée de marche, voilà, toujours quelques petits conseils à rappeler, de bien boire, tout ça. Et la journée se poursuit. Donc elle marche toute la journée. On se retrouve sur un bivouac pour un déjeuner. Et ensuite, on termine la journée comme c'est un bivouac itinérant chaque jour. C'est un nouvel horizon, hein, un nouveau parcours qui se profile. Et on se retrouve chaque jour sur un nouveau bivouac entre 16h et 17h pour un petit goûter fait maison marocain. Et puis ensuite, il y a une séance de méditation, le temps de la douche aussi, des toilettes, de la toilette au seau d'eau chaude. Et puis le dîner, voilà, s'ensuit le dîner vers 20h, les feux de camp pour profiter des étoiles, des magnifiques Mhm. ciels étoilés en plein désert ou en pleine nature, hein, ça dépend des espaces dans lesquels on se trouve. Et puis en général, les femmes se couchent assez tôt parce qu'après une journée de marche, elles sont relativement fatiguées. Et donc ça dure 4 ou 5 jours, hein? Oui, c'est en général, c'est 4 jours de marche, 4 jours quatre de nuits de bivouac. Ça dure 6 jours hein, parce qu'il y a le temps de l'accueil des femmes, le briefing Oui. sportif, le transfert, tout ça. Mhm. Mais c'est voilà, c'est 6 jours d'aventure. Et qui sont les femmes qui participent généralement? Quels sont leurs profils, leurs motivations, leurs histoires? Est-ce qu'il y a des points communs? Oui, oui, Christine, on en retrouve en général. Les femmes qui viennent, alors on ne pose pas trop de questions lorsqu'elles s'inscrivent, on leur demande en effet euh, quelles sont les raisons de leur motivation à rejoindre l'aventure, mais souvent, lorsqu'elles sont sur l'aventure, certaines viennent à moi et me confient les raisons de leur choix de nous rejoindre. Et la majorité d'entre elles, c'est l'envie de se retrouver,
d'un temps pour soi, l'envie de marcher pour quelqu'un, pour un être cher, pour un être parti, l'envie de changer aussi, l'envie d'un nouvel horizon, de voir la vie autrement au travers de ce retour à l'essentiel, pour se recentrer sur, sur les, sur ce qui leur fait du bien, ce qui fait du bien à leur cœur. Mm. Voilà. Et puis aussi, euh, l'une des motivations premières, c'est elles sont solidaires à la cause que l'on soutient, le combat Mhm. contre le cancer pédiatrique. Voilà, Mhm. ça c'est très Mhm. important pour nous. Et comment est-ce que vous soutenez cette cause? Sous quelle forme? C'est des levées d'argent pour la recherche ou comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Le Trek des Gazelles, donc les frais d'inscription des participantes, bon, servent évidemment à payer évidemment tout ce qu'il faut payer. Il y a 10% des frais d'inscription que l'on consacre à nos actions. Alors, quelles sont nos actions? Donc, on récupère chaque année 10% des frais d'inscription des participantes. Quelles sont nos actions? Ces actions-là, on les gère pour la majorité en interne parce qu'on veut être présent et on veut savoir où l'argent va. La première chose, c'est que l'on organise des journées équestres pour les enfants malades de cancer, principalement au Maroc. Pourquoi? Parce que, bon, l'équithérapie a été prouvée thérapeutique, il faut le dire. Le lien entre l'animal et l'enfant fait énormément de bien aux enfants qui combattent la maladie, comme les adultes d'ailleurs. Voilà. Donc on organise des journées équestres en collaboration avec des maisons de vie qui accueillent des enfants malades et des familles qui sont en traitement, qui ont besoin de traitement. Et on collabore également avec les professeurs d'oncologie pédiatrique du Maroc, des différents services, comme Marrakech, Rabat, Fès. Voilà. Il n'y a pas 50 centres au Maroc, mais les quelques centres, les quelques services oncologiques pédiatriques sont évidemment dans nos contacts et on travaille avec eux également mais pour essayer de créer ces journées-là qui peuvent faire toujours un petit peu de bien aux enfants pour financer du matériel, pour financer des soins. Voilà. Ils nous appellent en général, s'ils ont besoin, ils m'appellent, ils me disent voilà Mélanie, on a besoin tant matériel, il y en a pour tant, il faut acheter tant de médicaments parce que contrairement aux pays, à certains pays occidentaux, au Maroc, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Voilà. Et puis nous sommes au Maroc, nous travaillons au Maroc, donc il est bien normal que l'on soutienne d'abord le Maroc. D'autre part, on travaille main dans la main avec le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique que vous avez peut-être, que vous connaissez peut-être, que l'on dit le GFAOP, qui siège à Paris, à Gustave Roussy, mais dont la majorité des membres sont des médecins du Maroc et des médecins d'Afrique subsaharienne. Alors, comment agit le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique? Nous, on travaille avec eux chaque année, donc sur une importante somme de dons qui va en fait permettre au GFAOP de faire plusieurs choses soutenir la recherche médicale, construire des unités hospitalières en Afrique subsaharienne, transporter des traitements, parce que c'est difficile de se procurer les traitements en Afrique subsaharienne, financer des médicaments et des protocoles, et financer également la formation du personnel médical Mm. qui manque beaucoup en Afrique subsaharienne. Voilà comment on opère sur la partie cancer pédiatrique. Mm. Mm. Et Formidable. je m'en occupe moi-même. Voilà, ça c'est très important pour moi parce que c'est ce pourquoi je continue l'aventure. Donc, Mm. Mm. c'est c'est notre mission première. Mm. Merci, merci pour tout ça. Alors, les personnes, les auditrices qui nous écoutent sont sûrement très intéressées, peut-être pour participer un jour au Trek des Gazelles. Et j'ai bien entendu la raison pour laquelle les femmes viennent, hein, c'est pour faire une pause, pour se retrouver, pour peut-être euh, passer quelques jours avec plus d'intention, soit une intention envers quelqu'un qui est décédé, qui est parti, elles veulent marcher en présence de cette personne, ou alors marcher avec l'intention de se retrouver soi, de reconnecter avec soi-même, d'avoir cet espace
de pause, de ralentissement pour peut-être voir la vie autrement, voir sa vie autrement. Donc ça, c'est formidable. Et les auditrices aussi qui nous écoutent sont souvent des femmes qui, qui admirent les femmes comme toi, qui osent développer des projets, qui osent vivre une vie alignée, créer un métier, créer un travail qui contribue au monde. Donc il y a aussi toute cette dimension de toi, Mélanie, la femme, qui avance sur ce chemin de développer une carrière, un métier qui est aligné avec des valeurs, enfin un travail hein, qui est aligné avec des valeurs et qui donne du sens à ta vie. Et donc j'ai envie maintenant de t'amener un petit peu à parler de ça. Et notamment, quels sont les grands défis que tu as rencontrés lors de la création du développement du Trek des Gazelles et comment tu as réussi à surmonter ces obstacles? C'est une bonne question, Christine. Merci. Euh, alors, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est vrai que le trek des gazelles est né de façon très spontanée. Et je me souviendrai toujours, il y a quelque chose qui m'a marqué. Bon, moi, je travaillais déjà dans l'événementiel, dans le monde du voyage, et j'avais déjà fait le choix, il y a quelques années auparavant, de créer ma première structure dans le tourisme, ma première agence dans le tourisme, mais une agence qui était vraiment dédiée aux activités de pleine nature pour faire que les entreprises et les collaborateurs se rencontrent. Et c'est vrai que au fil des années, euh, je pense que j'étais de moins en moins alignée avec ce que je faisais parce que quand on commence en plus à travailler sur le trek des gazelles, qu'on réunit des femmes venues de tous les horizons et que et que tu le fais pour une cause qui est dans tes tripes, ça, tu bascules en fait, hein. Tu te Mhm. dis, mais qu'est-ce que je faisais avant? En fait, même si j'y prenais beaucoup de plaisir et que je voyais des sourires sur les visages des collaborateurs des entreprises, ça n'a rien à voir. Là, j'ai vraiment l'impression, même si c'est une petite pierre, d'apporter une petite pierre en fait à l'édifice. Mhm. Et pour rebondir sur ce que tu me disais, je me souviens la première fois que j'ai rencontré une association en France, une maison de vie en France, qui s'occupait des enfants malades de cancer, et que je suis allée voir ces enfants. Je me souviendrai toujours, j'en ai parlé ce jour-là à Olivier, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le projet, ben, il était vivant, hein, Mhm. et on en parlait beaucoup ensemble, on discutait. Et je me souviens que je lui parle donc le soir, je lui dis, voilà, j'ai vu les enfants, tout ça, et je lui raconte ça avec beaucoup de... Ça m'avait beaucoup marqué, parce que les enfants ont cette faculté à vous transmettre de la joie, alors que certains sont condamnés, et que nous, on se plaint tout le temps, Mhm. les adultes. Et là, je pense à ton livre, J'arrête de râler, Mhm. que j'ai lu il y a un certain nombre d'années. Et là, je lui parle de ses enfants, très ému, et lui me répond, les larmes pleines de yeux, il me dit, tu vois ma chérie, tu as trouvé quelle était ta mission sur Terre. Moi, Mhm. il aura fallu que je tombe malade pour comprendre quelle était la mienne. Mhm. C'est quelque chose qui m'est resté parce que il a raison. On a tous, d'une façon ou d'une autre, on peut tous apporter quelque chose, faire du bien aux autres et en même temps se faire du bien à soi. Mhm. Mhm. Voilà. J'appelle ça le sweet spot. Le sweet spot, ce positionnement où on est aligné avec une mission, une contribution, on veut apporter de la valeur à une cause pour que cette cause progresse. Donc toi, c'est la cause du cancer des enfants. Et voilà, on trouve une cause et on a envie de créer de la valeur parce que à partir du moment où on cherche à ce que ce soit un travail, le travail, c'est une création de valeur. Hein, on crée une valeur, donc chercher à créer une valeur et que quand
en faisant cette contribution au monde, en même temps, on a une opportunité, nous, de faire ce qu'on aime le plus faire ou de vivre des choses qui nous enrichissent aussi. Donc, c'est pas, voilà, on enrichit, on crée de la valeur pour les personnes qu'on sert. Donc là, il y a de la valeur pour le cancer, il y a de la valeur pour les Mm, femmes qui mm. viennent participer à ce trek. Il y a la valeur des deux côtés. Et toi aussi, tu reçois. Donc, tu reçois effectivement une compensation financière parce que c'est ton travail, mais bien plus en fait. Il y a bien plus que ça. Oh oui, oh Mhm. oui, oh oui, je suis bien d'accord avec toi. Mhm. Mm. Et C'est ça le cette plus important. mission, cette idée de sentir qu'on est... Est-ce que tu peux nous parler avec tes mots? Qu'est-ce que c'est pour toi vivre ta mission et pourquoi c'est... Voilà, en se mettant en tête qu'on s'adresse à des auditrices qui peut-être sont aussi en quête de leur mission, d'accord? Comment toi tu décrirais qu'est-ce que c'est que ta mission? Quel sens ça a pour toi d'avoir une mission et qu'est-ce que ça te permet d'avoir une mission? Ma première mission, enfin, la, pr- la, pr- la première mission que je prends à cœur, c'est au travers de l'événement, de la construction de l'événement et de l'évolution de l'événement et du développement de l'événement, malgré les différents obstacles, et j'y reviendrai après dessus, c'est voilà, d'apporter un moment de joie, une parenthèse suspendue à des enfants qui sont dans le combat de la maladie et qui luttent pour guérir. Voilà. Alors, évidemment, pas à tous les enfants, mais on essaie de faire pour une majorité d'enfants en fonction ben, voilà, de nos différentes collaborations, comme je le disais tout à l'heure, et des périodes aussi, hein, parce que bon, ben voilà, ça ne s'organise pas en claquant des doigts, des journées d'équithérapie pour les enfants, il faut qu'ils puissent sortir, il faut qu'ils puissent être en forme. Bon, voilà. Ça, c'est ma première mission. Euh, et évidemment, en parallèle, bon, ben, c'est contribuer à la recherche médicale. Hein, voilà, c'est, c'est toujours pareil. On espère chaque année qu'enfin on puisse guérir le cancer de l'enfant. Parce que je trouve ça tellement, tellement injuste. Bon, c'est déjà tellement difficile pour les adultes, mais c'est tellement injuste pour les enfants. Et puis, ma seconde mission, c'est d'apporter quelque chose aux femmes. Parce que avant chaque trek, je suis déjà souvent épuisée de par tous les problèmes et les obstacles que j'ai rencontrés, voilà, les problèmes à résoudre, parce que bon, ben, voilà, c'est pas évident d'organiser un événement pour une femme dans un pays, même si c'est l'Afrique du Nord. Bon, on, on va pas se voiler la face, c'est quand même pas évident. Et, et souvent, je suis déjà essoufflée avant de commencer, mais quand je commence l'aventure, et quand on termine l'aventure, malgré la fatigue, c'est un nouveau souffle. Parce que le témoignage des femmes, il est, il me fait comprendre que, que je leur ai apporté quelque chose. Que, Mhm. je- que, que la mission, ouais, que notre deuxième mission est bel et bien présente Mhm. Et importante. et importante. Mhm. Elles nous disent que ça change quelque chose. Beaucoup d'entre elles, la plupart nous disent que ça change quelque chose dans leur vie. Mhm. Qu'est-ce que ça change? Euh, Elles me disent qu'elles voient que de se retrouver dans ces grands espaces en fait sauvages et de revenir à l'essentiel au travers, grâce au bivouac, dormir sous les tentes, partager des repas en toute simplicité, marcher en silence. Elles me disent que ça leur permet de voir la vie sous un autre angle et donc ça les ramène à ce qui est important pour elles et dans leur cœur. Beaucoup me disent cela. Et, et lorsqu'elles rentrent chez elles, beaucoup aussi nous écrivent des petits messages, nous appellent et nous disent que l'aventure
à changer leur façon de voir la vie. Et souvent, elles prennent des décisions, en fait, dans leur vie familiale, sociale, professionnelle. Euh, Elles prennent des décisions suite à l'aventure. Mhm. Elles peuvent quitter un emploi, en commencer un autre, voilà, Mm. prendre, voilà, changer de vie sociale, changer de vie familiale. C'est très étonnant. Ça, Mhm. ouais, Ça c'est. m'étonne pas, j'ai dit, moi j'accompagne depuis 20 ans hein, des Mm, femmes hein, et beaucoup de femmes me disent, Christine, je me sens perdue. Je me sens mm, perdue. Et moi je leur réponds, non, tu n'es pas perdue, c'est juste que tu n'as pas pris le temps de te poser la question de ce que tu voulais pour toi-même. Et moi ce que j'entends, c'est que pendant ce trek des gazelles, quand elles marchent seules en nature, elles ont le temps de se poser la question de ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Et une fois qu'elles savent ce qu'elles exact. veulent, moi je dis aux femmes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. La vraie question, c'est est-ce que vous avez pris le temps de ressentir au fond de vos tripes qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie? Une fois que une femme, quand elle sait ce qu'elle veut, elle arrive à avoir ce qu'elle veut. Une grande difficulté, c'est que souvent les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Et en Mm, grande partie parce qu'elles sont tellement débordées à s'occuper des besoins des autres, surtout quand on jongle carrière et famille, eh ben, il y a beaucoup de sollicitations extérieures et du coup, toute mm, notre énergie et toute notre attention est à l'extérieur de nous. Et on n'a pas ce temps de se poser la question de qu'est-ce que je veux pour moi-même. Donc ça m'étonne pas du tout qu'à l'issue tu du as, trek, les femmes prennent des décisions parce qu'elles ont eu cet espace intérieur de se poser la question déjà d'être présente à elles-mêmes. Et quand on est présent mm, à soi, ben, nos envies émergent. De oui, quoi j'ai envie pour ma vie? oui, oui, tu as raison. Et puis nous, au sein de l'équipe, on les accompagne vers ce cheminement. Nous ne sommes pas des professionnels comme toi, tu vois, de l'accompagnement, mais euh, l'aventure que j'ai lancée finalement tout à fait spontanée euh, m'a amené quand même à une certaine réflexion. Et souvent, en début d'aventure, je leur partage, je les mets sur la voie en leur donnant quelques phrases, en leur donnant quelques phrases dans mon premier discours. Et puis, un matin sur deux, je leur partage une citation qui me, qui évoque beaucoup pour moi, tu vois, pour essayer en même temps ouais, de les mettre sur la voie, de les ramener à l'essentiel, de profiter pleinement de ce qui se passe sous leurs yeux, en fait, et sous leurs pieds. Et, euh, Hmm. et d'ailleurs, je voulais te partager un livre que je lis et que je relis souvent parce il m'inspire pour le trek des gazelles. C'est un moine bouddhiste vietnamien qui a écrit ça. Il a écrit Marcher en pleine conscience. Mhm. Et c'est un livre incroyable parce que enfin, je trouve on dirait qu'il a été écrit pour l'aventure. Donc de Hmm. temps à autre, je leur partage en fait des petits passages, notamment de ce livre-là, euh, Hmm. ouais, pour, pour les mettre un peu sur la tonalité de leur journée, pour leur permettre, parce que même si on est apte à réfléchir chacun, voilà, sur sa vie, parfois il y a des rencontres, des petites phrases, des petits mots qui nous aident un peu Mhm. plus à cheminer sur notre voie intérieure. Oui, et je crois qu'il y a quelque chose de très, très juste aussi. J'ai remarqué moi dans mon chemin personnel et aussi c'est quelque chose que je préconise énormément auprès des femmes que j'accompagne, le fait de marcher seule en nature, enfin en tout cas en silence. On n'est pas obligé d'être seul, mais en silence en Mm, nature. Et il y a quelque ouais, chose de vraiment très, très... déjà, il y a beaucoup de calme là, juste dans le fait d'être seule dans la nature et c'est- il y a vraiment une possibilité à ce moment-là d'accéder à notre voix intérieure. Parce que la nature nous inspire, euh, mais ne nous demande rien, en fait. Donc, du coup, nous, on a de la place pour être avec nous-mêmes quand on est dans la mm, nature. Mhm, c'est vrai. Ce que je mhm, dis toujours, tu as raison, c'est une rencontre avec soi avant tout, la marche, le trek, mhm, et une rencontre avec les autres. mhm, mhm, Parce qu'il y a un proverbe touareg, tu sais, qui dit,
J'adore ce proverbe. Il dit, le voyage, c'est d'aller de soi en soi en passant par les autres. Hmm. Et je trouve que c'est très joli. C'est Mhm. exactement ça. Mhm. Alors, la marche est un très bon moyen de se connaître et d'apprendre à se découvrir. Et l'entrepreneuriat aussi, c'est un très, très bon moyen d'apprendre à se connaître et à se découvrir. Ah oui. Et je me demandais, qu'est-ce que toi, tu as appris sur toi en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse sur ce parcours de ce projet? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi-même? Euh, Ce que j'ai appris sur moi, enfin, j'ai vraiment compris que j'étais une personne de nature impatiente. Et donc, au fil des années, j'ai appris la patience. Je l'apprends toujours. Parce qu'il y a des... Il faut dire qu'en Occident, on est formaté d'une façon où l'on ne nous apprend pas la patience. On a tout de suite. Mhm. Et, euh, et oui, je pensais être une personne patiente et en fait, je me suis aperçue que je ne l'étais pas du tout. Euh, j'ai appris aussi, euh, bah, on mûrit aussi, on vieillit avec les années. Bon, j'ai appris que les femmes, en tout cas moi, que j'étais plutôt de nature à donner facilement ma confiance. Euh, mais bon, voilà, parce que aussi, euh, ce sont certainement voilà, des valeurs enfin, que l'on m'a inculquées plus jeune ou que dans un contexte professionnel, ben, eh bien, je n'ai peut-être jamais eu de mauvaises surprises. Donc, je suis plutôt de nature à donner facilement, rapidement ma confiance. Bon, et j'ai appris voilà, qu'il fallait quand même, il fallait des preuves avant d'offrir sa confiance, surtout euh, dans un milieu professionnel plus masculin. Voilà. Quand on travaille avec des femmes, c'est différent. Mais au Maroc, bon, il faut dire que sur l'organisation d'un événement, je travaille majoritairement avec des hommes. Donc, bon, il- ouais, le rapport n'est pas le même. Hmm. Ouais, voilà Et ce que j'ai est-ce que appris sur moi. ce parcours t'a permis de mieux connaître tes forces, tes talents? Oui, aussi. Euh, oui, aussi parce que c'est vrai que on m'a aussi souvent dit, oui, Mélanie, euh, tu donnes trop vite tout de suite. Bon, c'est quelque chose que l'on m'a souvent dit dans mon entourage, mais parce que c'est dans ma nature. Je suis comme ça, je fais très vite confiance. Je, je suis plutôt de nature à rendre service facilement et à donner avant euh, d'avoir eu des preuves. Mais ce que j'ai quand même appris, malgré le fait que je donne vite ma confiance et qu'au fil des années que je la donne, voilà, plus lentement, on va dire, que j'attends d'avoir des preuves, c'est que le fait que je sois quand même plutôt, j'ai plutôt ce caractère smile, hein, bon, je, euh, le sens de l'accueil, euh, le relationnel avec les équipes, Mhm. ça c'est une force. Ça Mhm. dépend dans quel pays, mais en tout cas, au Maroc, pour moi c'est une force parce que je pense, j'ai un peu l'impression d'être un peu comme eux. Les Marocains sont des gens qui ont vraiment le sens de l'accueil, de la générosité, Mhm. du partage, prêts à rendre service, ils sourient. Et ça, je me sens un peu similaire dans leur caractère. Et je trouve que c'est plutôt une force, en tout cas pour travailler dans une bonne ambiance. Mhm.
Et, Mm. et de ce fait, tu peux obtenir aussi des choses de par ta gentillesse, alors que peut-être en Occident, tu n'obtiendrais pas forcément. Au contraire, en Occident, quand tu es trop gentil, on ne Mm. te fait pas de cadeaux. Mhm. Donc là, tu as fêté les 10 ans du Trek. Est-ce que tu des rêves, des projets pour les années à venir? Euh, Bah, j'aimerais multiplier les actions, j'aimerais vraiment faire plus. Après, des rêves pour moi, non. Euh, des rêves pour les enfants, ben oui, hein, multiplier les actions et puis bon, qu'on- qu'on- et puis des rêves pour les femmes, oui, leur proposer de nouveaux parcours, leur permettre de découvrir de nouvelles contrées. Lorsqu'on a des émotions, euh, nous on parcourt le Maroc, on est des amoureux du Maroc, euh, on aime être dans le bled, comme on dit, dans la nature. Et lorsqu'on a des émotions, on n'a qu'une envie, ben, c'est partager en fait ces émotions avec les femmes qui nous sont fidèles et avec les nouvelles qui rejoignent l'aventure. Voilà. Mm. Mais on n'a pas voilà, on n'a pas vraiment de projet. On, on est plutôt des personnes qui marchons au feeling en fait. Voilà. On se laisse porter par les rencontres, les émotions, les découvertes et, euh, et voilà. Mm. Pas de plan, trop de plans sur la comète. Mm. Où est-ce que nos auditrices peuvent en savoir plus sur le Trek des Gazelles? Oui, sur notre site internet. Alors c'est trekdesgazelles.com. Je précise trekdesgazelles.com. trekdesgazelles.com. Elles peuvent également taper sur les réseaux sociaux Trek des Gazelles by Mélanie, à ne pas confondre avec un autre Trek. Et voilà, qu'elle n'hésite pas à nous envoyer un petit message parce que je prends le temps, dès que je reçois un message ou un mail, je prends le temps d'appeler toutes ces femmes qui veulent des informations parce que c'est toujours l'occasion d'échanger déjà une première fois par téléphone et de leurs projets, de leur vie et de l'aventure. Mm. Et une dernière question pour clôturer cette merveilleuse conversation, Mélanie. Ce podcast Shine s'adresse à des femmes qui ont envie de rayonner, mais c'est aussi peut-être des femmes qui se sentent un peu, à l'instant présent, débordées, désalignées, Oui. Et donc, est-ce que toi, tu aurais un mot de sagesse ou quelque chose que tu aurais compris, appris pour toi-même ou à travers toutes les femmes que tu as rencontrées? Sur peut-être où mettre leur attention pour aller vers cet alignement, vers ce renouveau auquel elles aspirent. Un mot de sagesse, c'est celui que je dis souvent, en fait, lorsque je lance l'aventure, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de prendre le temps de trouver ce qui est important pour elles et surtout pour leur cœur. Hmm. En fait, vraiment penser au cœur et pas à la tête. Hmm. Parce que Hmm. la tête, l'esprit prend le dessus sur ce qui résonne là en nous. Voilà. Voilà Hmm. mon conseil. Mais il faut du temps pour ça et il faut marcher en silence, Mhm. Faut comme faire de la tu l'as dit. place. Ouais, ouais. Faut Ouais. faire de la place. Faut faire taire le mental un peu pour Ouais. pouvoir entendre ce que le cœur veut nous dire. Mm. Formidable. Merci, merci. Un immense merci, Mélanie, pour cette conversation très riche et très chaleureuse et très douce et très Merci. puissante à la fois. Je suis sûre que les auditrices vont adorer. Un grand merci. Merci. Merci beaucoup, Christine. À bientôt et bonne À bientôt. continuation. Ravie d'avoir partagé ce podcast avec toi. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.